Bonjour, nous sommes le vendredi 25 octobre 2013 et hier j'étais en train d'écrire mon intervention devant le Parlement européen qui aura lieu le 5 novembre et je me posais quand même la question de savoir pourquoi est-ce qu'on me demande à moi de venir parler avec ces superstars de la science économique, Monsieur Brad DeLong qui sera là. Alors, je sais, Monsieur Jörg Asmussen de la Banque centrale européenne, Monsieur Blanchard du Fonds monétaire international, Monsieur Olli Rehn de la Commission européenne, finalement, ne viendront pas parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une clause qui interdisait à des représentants du Fonds monétaire international de parler devant un parlement. Mais j'en ai parlé d'ailleurs à propos de la conversation que j'ai eue avec John Donne la semaine dernière et qui a remplacé ma vidéo parce que j'étais à Cambridge, j'ai pas trouvé la possibilité d'enregistrer une vidéo. Et j'étais donc en train d'écrire mon papier en me posant la question pourquoi moi. Et j'ai essayé de faire comme on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire essayer de m'abstraire du fait que le papier est écrit par moi et essayer de le lire comme s'il était écrit par quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendu compte de la chose suivante, et c'est peut-être ça l'explication. C'est que je me suis dit, ce que tu fais là, et que les autres ne font pas nécessairement, ou en tout cas un très petit nombre de gens fait, c'est que tu relis les pointillés. Voilà, tu mets ensemble un ensemble d'éléments qui apparaissent comme des éléments disparates probablement pour un certain nombre, pour la plupart des gens, et tu relis les éléments. Tu trouves le fil rouge, tu trouves l'élément, le squelette caché qui relie tout ça ensemble. Et ça m'a conduit à réfléchir à d'autres papiers que j'ai fait récemment, comme le matin même hier, j'avais écrit un papier sur la perte d'influence des États-Unis, perte d'influence qui se précipite. Enfin, c'est un événement véritablement en accéléré. Alors, quel est le catalyseur de cela? C'est bien entendu le fait qu'on découvre, grâce à l'information produite par Edgar Snowden, on découvre à quel point l'Europe en particulier a été vassalisée. Mais pas seulement l'Europe, le Brésil, le Mexique, là aussi, il y a 35 chefs d'État apparemment dont les téléphones étaient enregistrés par la NSA et produisaient une information qui était utilisée de manière constante par les États-Unis. Dans un des documents, et dont je cite une partie, euh, il y a même Madame Susan Rice, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui félicite la NSA de la longueur d'avance qu'elle a, du fait de l'espionnage généralisé sur les autres participants. Il n'y a apparemment aucun remords, aucun scrupule. C'est comme ça que ça se fait. On a affaire à des vassaux qu'on traite comme des moins que rien. J'avais à l'époque, c'était il y a 3 ans, quand il y avait un certain nombre de documents qui étaient sortis de Wikileaks, j'avais souligné l'existence d'une circulaire signée de Madame Hillary Clinton, enjoignant en fait à l'ensemble des diplomates américains de se conduire des espions carrément, voilà, de tirer de l'information au maximum dans les contacts qu'ils pouvaient obtenir. Alors quand il est question d'une personne qui a transmis à la NSA 35 numéros de téléphone de chef d'État, il n'est pas très compliqué de deviner qui est cette personne. Non, ce n'est pas un lampiste du 14e niveau. Non, c'est probablement le chef de l'État lui-même qui a communiqué à son agence d'espionnage généralisé les numéros de téléphone qu'il possédait des chefs d'État étrangers. Et alors ça nous fait réfléchir à la fin de l'Empire romain. Comment se fait-il qu'il n'y a personne à ce moment-là, à la fin de l'Empire romain, pour dire voilà, on est dans la fin de l'Empire romain?
Eh bien parce que ça devait être très difficile à l'époque de relier les pointillés, parce qu'une information arrivait 3 mois plus tard qu'il y avait eu une bataille, à tel endroit qui avait été perdue, il y avait une affaire de corruption, au niveau du palais, d'un palais quelconque à un autre endroit et la nouvelle arrivait avec beaucoup de retard et ainsi de suite. Quand elle arrivait, si elle arrivait, voilà, donc il y avait pas cette possibilité de relier les pointillés. Alors c'est ça qu'on fait nous les blogueurs. Parce que si vous regardez par exemple tous ces journaux enfin tous ces journaux, le Guardian en Grande-Bretagne, le New York Times aux États-Unis, Der Spiegel en Allemagne, Le Monde en France, qui sont donc les correspondants, je dirais, de l'information qui passe par Monsieur Greenwald, mais qui est en fait l'information que Snowden avait comment dire, avait subtilisé, voilà quel est le mot, avait subtilisé aux États-Unis avant de se rendre accidentellement vraiment en Russie. Euh, cette information qui est diffusée par ces journaux, elle apparaît, mais elle apparaît aussi, je dirais, sans pointillé. S'il y a, il y a des blogueurs en arrière-plan, ici et là, qui essayent de relier les pointillés, mais en général, c'est pas fait. Et c'est pour ça qu'un empire peut s'écrouler sans qu'il y ait une véritable, je dirais, prise de conscience au moment même de ce qui est en train de se passer. Alors là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas le cas ici. C'est pas, on ne voit pas ça à la une des journaux, on ne voit pas ça, on voit pas des gens qui relient les pointillés dans les émissions de télévision, dans les émissions de radio. Mais apparemment, on ne les invite pas parce que ben, on préfère des gens qui ont, comment dire, qui vont faire peut-être du sensationnalisme ici ou là, ou qui auront des informations dispersées et qui seront plus ou moins intéressants, mais personne ne viendra avec le bigger picture. C'est Nicodemus qui me rappelait hier une de ces blagues de Calvin and Hobbes, et on lui demande, évidemment, vous le savez, ce personnage du petit garçon qui s'appelle Calvin, il a pour particularité de ne jamais faire ses devoirs, de ne pas écouter à l'école. Et quand on lui demande quelle est l'importance de la création du canal Erie aux États-Unis, qui relie donc deux lacs supérieurs et qui permettent en fait de relier ces lacs supérieurs à la côte est aux États-Unis, euh, il dit, il dit à l'échelle historique ou à l'échelle géologique, je ne sais plus, ça n'a aucune importance, bien entendu. Et alors, sachant qu'il va passer un mauvais quart d'heure pour avoir donné cette réponse, il dit, nous, les bigger picture personnes, les personnes qui ont une vue d'ensemble, nous sommes toujours mal compris. Mais on a besoin de gens qui ont une vue d'ensemble. Si c'est pour ça qu'on m'invite au Parlement européen, ben, tant mieux. Je vais leur expliquer ce que j'ai pu comprendre. Je n'ai pas tout compris. Et comme je le dis, il y a d'autres gens qui comprennent ces choses-là aussi, heureusement. C'est pas une tentative solitaire et isolée. Mais enfin, honnêtement, on n'est pas très nombreux. Et surtout, on n'a pas beaucoup de visibilité. On nous invite tout à fait occasionnellement. On nous demande notre avis sur ceci, sur X et sur Y. Mais ce n'est pas à nous qu'on donne des chroniques sur les radios, c'est pas nous qu'on donne des chroniques sur les télévisions, etc. On est quand même relativement invisible parce que, ben, pourquoi? Probablement parce que la bigger picture, parce que la vue d'ensemble, ça dérange, parce que ça c'est gênant, parce que il y a quand même quelque part quelqu'un, un certain nombre de personnes qui considèrent qu'il n'est pas tellement bon que le peuple ait accès à la bigger picture, à la vue d'ensemble, à la vue à vol d'oiseau, qu'il vaut mieux que le peuple se contente des explications populistes, c'est-à-dire en termes de conspiration ici et là, d'éléments voilà, de petites sociétés secrètes qui se réunissent avec des bougies dans une cave. Or, c'est pas ça, hein, c'est pas ça qu'on voit. La NSA, je ne sais pas combien d'employés elle a. C'est un gros, gros, gros bâtiment. C'est pas de l'ordre du complot, c'est de l'ordre de l'organisation générale. C'est comme ça que ça marche. Tout ça, les paradis fiscaux, l'organisation des banques, la City. Je traversais la City l'autre jour parce que j'avais une liaison un peu compliquée à faire et assez rapidement entre l'aéroport de Londres qui s'appelle City précisément et la gare où je devais me rendre pour rendre à Cambridge. Et le plus facile, c'était de prendre un taxi. J'ai traversé comme ça la City en taxi. Et c'est là, et c'est pas caché, hein. Il y a pas de, ce sont des grands, immenses buildings, bâtiments. Même chose quand j'ai parlé l'autre jour à Luxembourg. C'est un immense quartier. J'oublie comment il s'appelle. C'est Berck quelque
quelque chose, un immense quartier avec d'immenses bâtiments, avec des grandes façades en verre. C'est là que ça se passe. Ça se passe pas du tout au niveau des réunions secrètes. C'est là, tout ça est en surface. Mais il faut relier les pointillés. On passe devant l'immeuble de Clearstream. On apprend l'autre jour que les Américains espionnaient des gens en direct Swift avant qu'on leur donne les informations, etc. Tout ça, je dis, avec des centaines de milliers, si pas des millions de gens qui travaillent là-dessus. Ce ne sont pas des réunions secrètes. Mais expliquer ça, comment ça marche véritablement en surface, évidemment, je ne sais pas, c'est une vraie explication. Alors c'est plus gênant, parce qu'on peut éventuellement même, je dirais, mettre des noms. On peut mettre des noms. Et ce sont des gens qui ne sont pas poursuivis par la justice, ce ne sont pas des gens à l'identité secrète, ce ne sont pas des gens qui ont été choisis, élus dans des groupes comme des Illuminati ou des machins comme ça. Non, 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 ce sont des gens qui reçoivent des gros salaires à la fin du mois pour faire ce qu'ils font, pour faire ce qu'ils font. Et alors simplement, il y a un emmerdement, on est emmerdé au sommet quand on voit qu'il y a une ligne directe qui va de X à Y et des choses de cet ordre-là. Alors, parfois, ça apparaît de manière accidentelle, comme l'affaire Cahuzac, mais ça, ce sont comment dire, ce sont des péripéties, ce sont des péripéties. Là, on sait bien, bon, les gouvernements savent qu'ils doivent réagir en surface, mais après, par ailleurs, c'est la routine. Quand il s'agit de taxer les opérations financières, quand il s'agit d'essayer d'empêcher high frequency trading, on met des amendements et puis à la dernière minute, on les retire. Pourquoi est-ce qu'on les retire? Eh bien, on ne nous explique pas pourquoi on les retire. J'ai appelé ça nullissime. Il y a quelqu'un qui me... J'ai demandé le titre de mon papier à propos du retrait justement de la mesure en France sur le high frequency trading. J'ai dit comment est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce qu'il y a un mot plus fort que nullissime? Et alors, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en disant oui, il faut appeler ça des erreurs fatales. Ce sont des erreurs fatales parce que ça apparaît quand même en surface. Ça montre quand même que sous cette agitation qui nous dit qu'on est en train de faire des choses et qui porte finalement sur 0,75% du problème qu'on essaie de traiter, chiffre réel que je cite à partir d'une mesure récente. Tout ça est gênant. Pourquoi est-ce que ces gens freinent des quatre fers de cette manière-là, où je sais, il y a un certain type de décisions qu'ils ne peuvent pas prendre parce qu'on a délégué tout ça à Bruxelles maintenant, mais il y a quand même un certain nombre de décisions qui pourraient être prises. Et quand on vous demande, comme ça m'arrivait plusieurs fois récemment, de venir témoigner devant un comité sénatorial ou un comité parlementaire, les gens vous écoutent quand même avec attention. Mais l'information se perd ensuite dans les couloirs, dans des paragraphes qu'on retire sous la pression de X ou de Y parce que ça ne plaît pas, parce que sans doute un certain nombre de personnages importants prennent leur petit déjeuner ou leur déjeuner avec le président de la République ou avec le Premier ministre et leur disent non, ce serait quand même mieux sans, parce que ça va irriter X ou Y, et ces X ou Y ne devraient pas compter, ils ne devraient pas compter, ils ne devraient pas compter dans les décisions qu'on prend. Mais voilà, bon, vous vous souvenez, j'en ai parlé de ce papier écrit par un chercheur d'origine vietnamienne à Cambridge. Quand il y a des comités qui se réunissent, et là ça portait sur la France, pour juger des erreurs qui ont été prises par les gens à la tête des grandes entreprises, pour les sanctionner pour leurs erreurs, si les gens qui doivent prendre la décision appartiennent au même corps que celui qui doit être sanctionné, ben, la sanction n'a pas lieu. Et avec quelques exemples même mentionnés de promotion à la suite de ça. On le sait, tout le monde le sait, les gens, comment dire, je ne vais pas employer de mots trop forts, j'en ai parlé dans ma dernière chronique dans Le Monde, Dexia, je vais quand même utiliser le mot que j'utilise là, les crédits structurés qu'on a vendus aux collectivités locales, c'est une escroquerie, c'est une véritable escroquerie. Le mot est mentionné dans certains procès qui ont lieu, mais c'est une escroquerie. L'explication qui est donnée est une explication fausse sur ce qui est en train de se passer.
on a mis des gens en position, les collectivités locales, de jouer le rôle d'assureur vis-à-vis des banques. Et non seulement on les a mis en position d'assureur, mais on les a fait payer pour cela. Ce sont des escroqueries, appelons les choses par leur nom. Et les grands responsables qui ont pris la décision chez Dexia d'avaliser ces escroqueries, ces gens-là, ils coulent des jours heureux dans une autre administration. Parfois, on les a mis un peu à la retraite de manière anticipée, mais ce sont des retraites tout à fait conséquentes. Ce sont des sommes qui n'ont aucun rapport avec l'argent que vous et moi, nous faisons. Leur retraite, c'est de l'ordre, si moi je fais un calcul rapidement, c'est de l'ordre pour un personnage, c'est de l'ordre de 8 fois de ce que je fais moi par an pour une retraite de quelqu'un qui, manifestement, a avalisé en connaissance de cause des escroqueries dont ont été victimes les collectivités locales. Voilà. Alors, c'est la vie qui continue. On est quand même, voilà, je termine là-dessus, on est dans une période comment dire, d'effondrement accéléré. Vous allez voir, la récession est terminée au niveau de l'Europe, la récession est terminée au niveau de l'Espagne. François Leclerc en parlait hier parce que le PIB espagnol a monté de 0,1%. C'est George Soros qui faisait une réflexion en disant que le système... Attendez, non, c'est pas George Soros, mais maintenant je me souviens plus qui a dit ça dans un article qui a dit un commentateur qui a dit que l'Europe ne pouvait telle qu'elle a été conçue, que l'Europe ne peut fonctionner que si... Ah, c'est Martin Wolf, je crois. Voilà, je crois que c'est Martin Wolf dans une chronique du Financial Times que je relisais hier, que l'Europe telle qu'elle a été conçue ne peut fonctionner qu'avec une croissance minimum de 5% par an. Et on nous dit que les choses s'arrangent par l'Espagne parce qu'ils ont fait, le PIB a progressé de 0,1%, ce qui est même pas dans la marge, ce qui est, je dirais, vraiment à l'intérieur de la marge d'erreur quand on fait des calculs de ce type-là. La marge d'erreur doit être plus grande que ça, de 0,2, 0,3, et on nous présente ça comme un triomphe. Alors, on essaie de nous embobiner, apparemment ça marche. Je vois que les blogs sont moins regardés qu'il y a un an. Le fait de nous dire que tout s'arrange, il y a un certain nombre de gens, malheureusement, qui croient que c'est vrai, alors qu'en réalité, on est dans une accélération du processus d'effondrement. Ce qui se passe par rapport justement à l'information aux États-Unis n'est qu'un symptôme de ça. Le reste est à l'avenant au sein de la zone euro. On est en train de se battre comme des chiffonniers au sommet à propos des tests qui vont être faits sur les banques. Est-ce qu'il faut rassurer le public en sacrifiant un certain nombre, ou bien puis il faut essayer d'éviter ça. Enfin bon, tout ça est de l'ordre d'une comédie tragicomique. Voilà, je vais arrêter là pour cette semaine. À la semaine prochaine.